Ça commence par un D, ça termine par un Z, c'est Davy Rodriguez qui vous parle. Mes amis, la France s'aligne sur Rabat, la France s'aligne sur le Maroc, une nouvelle fois, me direz-vous, et vous auriez raison de me le dire. Non seulement nous envoyons sur place notre ministre de la Justice, Gérald Moussa Darmanin, qui n'aime pas beaucoup son deuxième prénom, disons-le entre nous, mais également la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui est très clairement, depuis plusieurs mois, on a compris son alignement, il est sur un alignement occidentaliste, donc de Washington à Tel Aviv en passant par Paris, mais également Gérard Larcher. Et ça, c'est plus grave, mes amis, parce que Gérard Larcher, c'est le deuxième personnage de l'État. Et oui, vous en serez étonnés, mes amis, mais c'est un personnage de poids, si je puis dire, puisqu'il est le deuxième personnage de l'État, et si par malheur, il venait arriver quelque chose de triste à notre président de la République, et évidemment, nous ne lui souhaitons que tout son bonheur, et surtout son départ, eh bien, Gérard Larcher deviendrait président de la République par intérim, car c'est le président du Sénat qui succède au président de la République lorsqu'il est empêché. Ça s'est déjà produit lors de la démission du général de Gaulle en 1969, mais également à la mort de Georges Pompidou en 1973. Et 2 fois, le président du Sénat, le même Alain Poher, est devenu président de la République par intérim. Donc nous envoyons là-bas des gens qui sont très importants et qui ont décidé de réaffirmer, leur alignement sur Rabat, et 2, surtout, leur hostilité vis-à-vis de l'Algérie. Parce qu'on le sait, lorsque tu n'as pas une diplomatie équilibrée entre le Maroc et l'Algérie, c'est que tu cherches très clairement à opposer l'un à l'autre. Et ça, mes amis, c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'il n'est pas impossible pour la France d'avoir des relations avec le Maroc tout en ayant en même temps une bonne relation avec l'Algérie. Et ça, vous voyez, mes amis, certains gouvernements l'ont compris. Enfin, je veux dire, regardons l'Espagne. Alors, je ne veux pas dire que l'Espagne, c'est pas parfait. Et vous le savez, ma fibre de gauche n'est pas particulièrement développée, donc je ne chanterai pas les louanges du Premier ministre socialiste espagnol. Mais cela dit, en matière de politique internationale, il a été courageux, notamment sur la question palestinienne et sur l'équilibre entre le Maroc et l'Algérie. Il faut reconnaître que Pedro Sanchez n'est pas si mauvais que ça. Il est mauvais, mais pas tant que ça. Et mes amis, on va rentrer directement dans le sujet, mais juste avant ça, n'oubliez pas de me soutenir en allant en dessous de cette vidéo, en cliquant sur le petit pouce vers le haut, également sur je m'abonne, cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo, et laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Nous sommes 73 000, bientôt nous serons 80, 100 000, 200 000, pourquoi pas le demi-million, mes amis. En tout cas, moi, je continue dans cette logique-là de vous apporter l'information. Et l'information, elle commence là, mes amis. Gérald Moussa Darmanin qui nous dit « Un grand plaisir de retrouver Samira Sitaïl, ambassadeur du Maroc en France. Quelques jours avant mon déplacement à Rabat et Casablanca, nos deux pays portent des projets ambitieux et mènent ensemble des combats essentiels. Lesquels, me direz-vous? La lutte contre le narcotrafic y occupe une place importante. Le narcotrafic. On parle du Maroc, on parle du royaume du Maroc, le narcotrafic, oui bien sûr. Ensemble, nous continuerons à agir avec la plus grande détermination. » Alors juste avant de commencer, rappelons-nous quand même que le Maroc a été accusé par la France d'avoir espionné le téléphone portable du président de la République Emmanuel Macron avec un logiciel israélien qui s'appelle Pegasus. D'accord? Ils ont également espionné le gouvernement espagnol et tout un tas d'alliés en Europe. Alors la France est habituée à se faire espionner par les Américains, par les Anglais, par à peu près tout le monde. Mais la France aujourd'hui se fait espionner aussi par le Maroc. Vous voyez, il y a un moment où le déclin, normalement, ne devrait plus pouvoir advenir. Il faudrait un moment où la décadence devrait s'arrêter. Et c'est le problème de la décadence, c'est que c'est un puits sans fond. Vous voyez, par exemple, je suis derrière, vous voyez derrière moi, je suis devant le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay, c'est un espace exceptionnel dans lequel vous aviez des ministres comme Talleyrand-Périgord, vous aviez des couves de Murville sous le général de Gaulle, et même de Villepin, disons, de Villepin. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez avec Jean-Noël Barrot. Ce qui fait que la diplomatie française va, excusez-moi du terme, se prostituer face à un pays qui nous a espionnés avec le projet Pegasus, avec un logiciel d'un soi-disant pays ami qui est censé être Israël. Vous voyez, déjà rien qu'avec ça, tant que le sujet n'est pas amené sur la table, tant que le sujet n'a pas été analysé, tant que nous n'avons pas d'excuses de la part du Royaume du Maroc sur le fait d'avoir espionné le président de la République française, nous ne devrions pas avoir de relation avec le Maroc. Sans parler du Qatar Gate avec le Maroc Gate et blablabla. Et les opérations d'influence, rappelez-vous, Rachid Mbarki, opérations d'influence au sein même de BFM TV, on faisait passer des informations favorables au Royaume du Maroc. Ça, c'est un signe d'hostilité. Est-ce que l'Algérie a fait ça? Question, l'Algérie a-t-elle fait ce genre de choses? La Tunisie a-t-elle fait ce genre de choses? La Libye, l'Égypte, grande puissance l'Égypte. Est-ce que l'Égypte a fait ce genre de choses? Non. Le Maroc, oui.
Eh ben, moi, président de la République, comme dirait l'autre, moi, président de la République, jamais je n'aurais envoyé un ministre de la Justice ou un ministre ou un député ou un conseiller municipal à Rabat discuter avec un pays qui m'espionne et qui fait ce genre d'offense. Mais voilà, en République macroniste, tout est possible et donc on a envoyé Gérald Moussa Darmanin. Cela dit, s'ils veulent le garder, qu'ils le gardent. Hein. Nous, on ne se battra pas pour le récupérer. Mais en plus de Moussa Darmanin, qui est-ce qu'ils ont envoyé? Ils ont envoyé Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, et également Gérard Larcher. Et durant sa conférence de presse, elle nous dit « Sur la question de la sécurité, du terrorisme, nous devons avancer ensemble. » Ok. Soit, admettons. Alors du côté de Gérard Larcher, on n'est pas étonné, parce que Gérard Larcher s'est carrément rendu, lui, au Sahara occidental au mois de février 2025. C'est-à-dire qu'il va au Maroc 1 ou 2 fois par an, hein, peut-être invité, peut-être, hein, c'est pas impossible, en plus durant les vacances. Mais en tout cas, il se rend au Maroc au moins 2 à 3 fois par an, hein, pour démontrer à quel point il est aligné avec Rabat. Parce qu'on le sait, les Républicains sont beaucoup plus alignés avec Rabat que les autres. Mais bon, allez, admettons qu'il soit légitime de le faire. Donc, Yael Braun-Pivet nous a dit qu'elle allait là-bas pour discuter des questions de sécurité et de terrorisme. Alors, prenons ce que disent les médias marocains, puisqu'elle est arrivée hier sur place. Visite officielle, le chef du gouvernement reçoit les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat français, effectivement. Aziz Akhanouch a donc accueilli, donc Aziz Akhanouch, c'est le Premier ministre marocain, a donc accueilli, vous voyez ici, hein, je zoome, Akhanouch, Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher, qui a l'air bien content d'être là. Je pense qu'il lui a servi un bon petit-déj à Gérard. Et de quoi ont-ils parlé? Mes amis, regardez bien, les 2 responsables effectuent une visite officielle à la tête d'une délégation parlementaire. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la 5e session du Forum parlementaire maroco-français. Cette rencontre vise à renforcer la coopération entre les institutions législatives des 2 nations et approfondir les liens et la coopération bilatérale. Donc pas de question de sécurité, de narcotrafic, rien de tout ça. D'ailleurs, la réunion s'est déroulée en présence du ministre de l'équipement marocain, du ministre de la jeunesse, du ministre de la culture et de la communication et du ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Donc pas de ministre de la justice, pas de ministre de la sécurité, même pas un ministre des affaires internationales. Akhanouch, il a serré la pince à Yael Braun-Pivet et à Gérard Larcher et il s'est barré parce qu'il avait d'autres choses plus importantes à faire. Voilà. Donc aucune question de sécurité. Donc, on peut très clairement dire qu'ils sont partis passer des vacances là-bas, mais ils nous bananent. Voilà. Et là, je suis sur un média marocain, il y a biladi.ma.com. En tout cas, c'est un média marocain. Pas de question de sécurité. Alors, admettons que ce ne soit pas leur job. Bah oui, parce que Gérald Darmanin est censé se rendre au Maroc. Alors, j'imagine qu'en tant que ministre de la Justice, c'est lui, hein, qui va parler des questions de sécurité. Et ça paraîtrait assez légitime. Alors, vous voyez ici un article, encore une fois, je prends de la presse marocaine pour que vous voyez à quel point j'essaye d'être le plus neutre possible. Hein, voilà, je vous donne des informations qui viennent de là-bas. Hein, qui viennent de là-bas. Darmanin avait quand même dit, avait remercié le Maroc pour sa grande efficacité, sa magistrature, blablabla. Pourquoi? Parce que vous aviez eu l'affaire, et ça c'est intéressant, vous vous rappelez de l'affaire Mohamed Amra qui s'était évadé lors d'un transfert. Eh bien, 2 de ses compères français ont été arrêtés à Marrakech en mai 2024 et donc le ministre Darmanin a remercié. Alors maintenant, j'aimerais quand même que Darmanin n'ait pas un problème d'amnésie, parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a une petite amnésie sur ce qui est véritablement l'état du Maroc. Alors, on va prendre un rapport un peu ancien et puis après on va aller un peu plus vers l'actualité. Bon, lorsque le ministre des Affaires étrangères américain nous dit que 23% du PIB, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est carrément les États-Unis, potentiellement, donc je vous lis l'article, hein, entre 2015 et 2016, le Maroc a environ 700 tonnes de cannabis. 700 tonnes de cannabis. Donc on va lutter contre le trafic avec un pays qui produit 700 tonnes de cannabis. Voilà. Des volumes records qui confirment la place considérable de la drogue dans l'économie du pays. On est sur Jeune Afrique. Hein. Jeune Afrique, média ultra pro-marocain. On ne peut pas faire plus marocain. Potentiellement, cela équivaut à environ 23% du PIB marocain, estimé à 100 milliards de dollars après transformation en hashish. D'accord? Donc, on a du cannabis transformé en hashish, ça donne 23% du PIB américain, selon le ministère américain des Affaires étrangères, le département d'État, comme on l'appelle, dans son rapport annuel consacré au trafic de drogue et à la lutte contre la criminalité. Donc, c'est contre le narcotrafic que nous voulons avoir une coopération avec le Maroc, alors même que 23% de son PIB est consacré à la fabrication de stupéfiants. On prend pour des cons. Alors, non, mais vraiment, on nous prend véritablement pour des débiles. Voilà, il faut le dire. Hein, moi, je ne pense pas être débile et j'en ai un peu marre qu'on me prenne pour un crétin.
De l'autre côté, maintenant, on ne parle plus uniquement de cannabis parce que le cannabis, c'est quelque chose. Il y a d'autres, et d'ailleurs, vous voyez même l'article de Courrier International qui dit: «Fini le temps où seul le cannabis était en provenance du royaume chérifien», donc du Maroc. Désormais, le Maroc est le point de transit idéal pour le trafic international de drogue et notamment la cocaïne. Alors, là, il faut être, non pas magnanime, mais il faut être quand même juste. Le Maroc, sur la question de la cocaïne, lutte contre le trafic de cocaïne. D'accord. Il y a des opérations conjointes menées assez fréquemment. Je vous prends la plus récente, d'il y a 4 jours, une opération menée par la police nationale espagnole qui a permis de saisir 57 tonnes, pas de saisir, mais d'arrêter un réseau où il y avait 57 tonnes de cannabis qui était, pardon, de cocaïne qui était acheminée dans l'année, donc c'est quand même beaucoup. Une arrestation de 105 personnes. Et en fait, le Maroc est devenu un peu la plateforme de connexion entre le sud de l'Amérique, donc l'Amérique latine, et l'Europe. On passe par le Maroc pour faire advenir, pour faire en tout cas venir des tonnes et des tonnes de cannabis. Et ça, un changement radical puisque le Maroc désormais lutte contre le trafic de cocaïne. Par exemple, ce démantèlement du réseau de trafiquants de drogue, ça a été mené par la police espagnole, conjointement avec d'autres polices, et dont la police marocaine. Donc il faut être quand même juste là-dessus. Sur la question de la cocaïne, il faut être juste. Cela dit, sur la question du cannabis, on a encore eu de l'actualité ces derniers jours, puisque l'Algérie et son ministère de la Défense, ça c'est un tweet qui résume le tout, mais je suis allé vérifier la source, le ministère de la Défense a donc annoncé que 4 Marocains avaient traversé la frontière algérienne il y a 3 jours, que sur ces 4 Marocains, 3 ont été descendus, ont été liquidés par la police algérienne, et que le 4e a été arrêté, vous le voyez ici, et qu'il y avait 74 kilos de cannabis. Donc, oui, le Maroc continue à acheminer du cannabis un peu partout, et je trouve ça un peu hypocrite de la part du gouvernement français de dire qu'on va lutter contre le narcotrafic avec un pays qui continue à acheminer du cannabis un peu partout, qui ne contrôle pas ses frontières. Et ça nous rappelle les propos de Ahmed Attaf, lorsque, en 2024, il nous disait que le Maroc inonde les pays de la région, dont l'Algérie, avec différents types de drogues. Je dirais principalement du cannabis. Principalement du cannabis. La cocaïne, c'est pas tellement une production locale, c'est un point de passage. Alors qu'il y ait un mauvais contrôle des frontières marocaines, très certainement, mais il y a aussi un mauvais contrôle des frontières espagnoles, puisque vous savez que les îles espagnoles sont également inondées de cannabis, voire même de Valence, puisque la saisie record qu'il y avait eu en Algérie de cocaïne venait directement du port de Valence. Donc il y a un problème de contrôle des frontières, ça c'est certain, du côté marocain, du côté espagnol. Cela dit, sur la production, il faut dire que c'est le cannabis. Il faut être juste dans la vie, vous voyez. Je déteste, et je détesterais que l'on fasse cela à ma nation, de l'accuser de choses qui sont fausses. Vous voyez, quand je vois des fois certaines attaques venant de certains pays que je ne citerai pas ici, qui sont totalement, enfin je veux dire, la France fait suffisamment de choses dégueulasses pour ne pas l'attaquer sur des choses fausses. Attaquons-le, le gouvernement, en tout cas ces élites françaises pourries, attaquons-les sur des éléments réels, factuels, d'accord. N'inventons pas des choses. Là, il en est de même. Sur la lutte contre la cocaïne, le Maroc est bien souvent impliqué dans la lutte contre la cocaïne. Alors évidemment, oui, il y a énormément de ressortissants marocains qui sont arrêtés lors de ces opérations, c'est vrai. Mais en tout cas, les autorités marocaines luttent contre le trafic de cocaïne. Ce qui n'est pas la même chose lorsqu'il s'agit de cannabis. D'accord. Il faut être juste. Du côté français, je trouve ça un peu drôle. Alors, c'est pas ce que je voulais afficher, vous imaginez bien. J'essaie d'afficher l'article en dessous, et bien je l'afficherai pas. Je trouve ça assez drôle de vouloir lutter contre le narcotrafic de la part du gouvernement français lorsque, il y a encore quelques jours, là je vous mets un article il y a 2 jours, on voit que ce réseau aujourd'hui de cocaïne, il passe par le port du Havre. Le Havre dont le maire n'est qu'un certain Édouard Philippe. D'accord. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne lutte pas contre le narcotrafic directement en France, directement aux frontières françaises. Vous voyez ici, vous avez un routier qui, dans son coffre, avait du rhum et de la cocaïne, il n'était pas au courant. Il s'est fait choper par des faux policiers qui étaient en fait des trafiquants et qui voulaient récupérer cette cargaison qui venait directement du port du Havre de 244 kilos de cocaïne. C'est fréquent qu'il y ait de la cocaïne qui vienne du Havre. Donc, pourquoi ne pas lutter directement sur le territoire français? Et ça pose une question, en fait, de la part du gouvernement français. Il faudrait qu'il se pose la question de la libre circulation des marchandises, des biens et des services qui peuvent dissimuler de la drogue. Et donc, ça poserait la question du libre-échange. Le libre-échange est dangereux tant sur le plan économique que sur le plan sécuritaire. Et ça, pour l'instant, le gouvernement français, qui a renoncé à toute idée de souveraineté, pas que lui, d'ailleurs les précédents également, depuis maintenant 1992, ces gouvernements ont tous renoncé à leur souveraineté, et donc,
eh bien, ces produits se baladent librement dans l'Union européenne et notamment sur le territoire français. Parce que moi, je n'ai rien à faire de ce qui se passe en Autriche, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, maintenant, il y a quand même une question qui se pose, puisque on le sait, ces visites-là de gens comme Yael Braun-Pivet, Gérard Larcher, ça démontre très clairement une hostilité. Lorsque vous avez autant de membres d'un personnel politique qui va se rendre au Maroc, c'est une hostilité vis-à-vis de l'Algérie. Et moi, ce que je trouve un peu étonnant, c'est qu'on vienne hurler sur la pauvre Ségolène Royal parce qu'elle s'est rendue en Algérie, parce qu'elle a rencontré le président Abdelmadjid Tebboune, le ministre de la Justice algérien, qu'elle a pu aller rendre visite à Christophe Glaise, notre compatriote qui est actuellement incarcéré, je crois, à Tizi Ouzou, si je ne me trompe pas, et on lui crache dessus, alors que de l'autre côté, on envoie tout un gouvernement et tellement de gens en responsabilité français au Maroc qu'on dirait presque un pèlerinage. On est au-delà simplement de la visite de courtoisie et diplomatique. On est carrément dans un pèlerinage à Rabat. Mais lorsqu'il s'agit de l'Algérie, on crache sur Ségolène Royal. On va souligner aussi autre chose. Je vous parlais de Gérard Larcher, comme quoi il était très investi sur les questions du Sahara occidental, comme étant Sahara marocain, les provinces du Sud, comme ils appellent ça. Mais vous vous rappelez le fameux complément d'enquête qu'il y a eu sur l'Algérie, cette espèce de reportage sur l'Algérie qui était totalement fallacieux. Bon, Ségolène Royal, elle dit que c'est de la faute de Retailleau et que Retailleau a orienté le complément d'enquête. Bon, Algérie Presse Service. Bon, on sait que le style de l'APS n'est pas toujours très fin. On n'est pas sur de la finesse absolue. Il y a eu des articles et il y a eu des communiqués qui étaient extrêmement drôles, très fins et très drôles. Celui-ci, le titre, l'implication de la franco-marzénienne Rachida Dati dans la campagne hostile à l'Algérie. Faut pas oublier que ce complément d'enquête, il nous vient directement de France Télévisions. France Télévisions, c'est placé sous la tutelle de la ministre de la Culture. Et la ministre de la Culture, c'est Rachida Dati. D'accord ? Donc, il y a une campagne anti-algérienne en même temps qu'un alignement ultra pro-marocain. Et ça nous vient évidemment de gens qui sont binationaux et qui, évidemment, ont un rapport beaucoup plus proche à leur pays d'origine que à l'Algérie, par exemple. Donc, on a le cas de Rachida Dati, ministre de la Culture d'Emmanuel Macron, qui dirige donc de manière indirecte France TV. Mais pas que. On pourrait parler à l'intérieur de l'organisation des Républicains du rôle de Othman Nasrou, qui est le numéro 2 des Républicains, derrière Bruno Retailleau, et qui a lui aussi une position très largement alignée sur son pays d'origine. Bon, ça, vous voyez, c'est le problème, c'est que pour avoir une politique équilibrée, encore faudrait-il que nous soyons souverains. Et ça, c'est le problème du Quai d'Orsay que j'ai derrière moi. Vous voyez, on n'est pas dans une souveraineté. On se soumet à Bruxelles, on se soumet aux États-Unis, on se soumet à Berlin, on se soumet à tout le monde, et maintenant on se soumet même à un pays qui nous espionne. Ah, excusez-moi, je suis toujours malade, vous le savez, je vous l'ai dit hier, et j'essaie de vous apporter l'information, y compris lorsque je suis. Normalement, je devrais être au fond de mon lit, mais je bosse. Maintenant, il y a deux sujets sur lesquels j'espère que les autorités françaises vont se réveiller un petit peu. Parce qu'il y a deux sujets, en tout cas, il y a un sujet à mon sens majeur, c'est l'incarcération d'un Français de 27 ans. D'accord, il y a un Français de 27 ans qui a été incarcéré au Maroc. Il est franco-algérien, si je ne me trompe pas, ou franco-marocain. Je ne me souviens plus s'il est franco-algérien, franco-marocain. En tout cas, il est français, de nationalité française. Et il a été incarcéré. Pourquoi ? Parce que on considère qu'il a lancé une bouteille d'eau sur un agent, alors qu'il y a des preuves vidéo comme quoi il était en train de filmer, lui et qu'il n'a jamais rien jeté sur un agent du stade. On parle d'une bouteille d'eau, d'accord ? Dans le pire des cas, pire des cas, il a balancé une bouteille d'eau, ok ? Dans le pire des cas, une bouteille d'eau. Ça mérite une incarcération ? En tout cas, ça mériterait peut-être que le Quai d'Orsay se mêle un peu de ça, parce que le Quai d'Orsay, désormais, se plaît à défendre la veuve et l'orphelin, les étrangers qui ne sont français que depuis quelques mois, mais ne défend pas les Français, parce que l'on ne les a pas beaucoup attendus sur cette question-là. Et puisqu'on est dans l'idée de défendre la veuve et l'orphelin, j'espère que le gouvernement français parlera de la situation du journalisme au Maroc, puisque Omar Radi, journaliste marocain qui a été incarcéré pendant 4 ans, nous déclare notamment « Le journalisme est devenu un sport extrême au Maroc ». Bon, j'espère que les autorités françaises feront le travail. En tout cas, mes amis, vous le voyez, la souveraineté, c'est capital, c'est central. Et c'est un pays qui l'a compris, c'est l'Algérie. La France pourrait prendre des leçons de souveraineté de la part de l'Algérie. Et c'est d'ailleurs ce que Ségolène Royal a laissé glisser entre deux discours. En tout cas, n'hésitez pas à me soutenir en allant en dessous de cette vidéo, en cliquant sur « Je m'abonne », en cliquant également sur le petit pouce, en laissant un commentaire. Et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, ça commence par un D, ça termine par un Z. C'est Davy Rodriguez qui vous parle.